Bienvenue dans notre deuxième numéro. Très content d'être là encore. Ouais, ça me fait également de la joie de savoir que déjà la première interview a été diffusée sur les réseaux sociaux, sur votre page essentiellement. Donc aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus aborder les aspects qui touchent au contenu de votre livre. OK. Parce que la fois passée, on a fait la présentation succincte en fait de la motivation, de vous-même et pourquoi avoir choisi le support papier. Donc, tout ça, on avait vu. Maintenant, on aimerait voir le contenu. Quels sont les chapitres? Pourquoi la subdivision de ces chapitres-là? Et aussi, nous allons parler de l'utilité pratique du Exactement. livre. Parce que vous êtes sans ignorer que le livre devrait être utile à quelque chose. Sinon, ça va être comme tous les livres qu'on a jetés, soit oubliés dans les tiroirs, dans la poussière, dans les poubelles. Mais quand un livre est utile, ce livre, en fait, il devient même une source d'inspiration ou un livre de chevet pour plusieurs personnes. Donc, il est carrément tous les jours à la portée de la main, surtout qu'il parle du potentiel. Donc, Exactement. sans plus tarder, est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de votre livre, la subdivision de ces chapitres? Comme ça, on va poser des questions à mesure que nous évoluons. Exactement. D'abord, merci encore de m'avoir eu, très cher Max, sur votre chaîne YouTube pour faire cette émission qui parle de mon livre. Vous avez du potentiel, vous aussi. En fait, les livres se subdivisent en 6 petits chapitres. Ce sont des chapitres pas trop longs. Et surtout que, comme je l'avais dit déjà la fois dernière, on a fait l'analyse du contexte dans lequel nous écrivons. Et surtout que dans le monde entier aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins. On a en tout cas adapté le format au lecteur potentiel. Donc, le livre a Ouais, 6 chapitres. Le premier chapitre, ça parle de la source du potentiel, puisqu'on doit savoir que toute chose doit avoir une source. Et bien entendu, exactement. les potentiels dont je fais allusion ici dans ces livres a une source. Donc, je parlais de la source de votre potentiel comme étant le premier Ouais, chapitre. Et le second chapitre, je parlais le titre, c'est À la découverte du vrai vous. Et le troisième chapitre, je parlais de C'est beaucoup mieux que d'être soi-même. ouais, Le quatrième chapitre, ça s'intitule On vous évalue par des métriques erronées. Vous êtes évalué par des métriques erronées. Je vais m'expliquer. Et puis ouais. le cinquième chapitre, c'est Vers la poursuite du vrai vous. Et le dernier, enfin, servez-nous vous. Je m'en un tout petit peu. Dans le premier chapitre, dans le premier chapitre, j'ai essayé d'expliquer à mes lecteurs d'où vient, bien D'où sûr, les vient le potentiels potentiel? exactement dont nous faisons allusion. Et j'ai essayé un peu de parler de textes bibliques, puisque je suis croyant, quand bien même que je ne vais pas faire adhérer mes lecteurs à mes convictions religieuses, mais sauf que chacun a ses convictions religieuses. Mais sauf que moi, je me Ouais, suis dit, il y a un Dieu quelque part qui est la source de nos potentiels. On dit, ouais, dans la science, on dit que Dieu, l'être supérieur, l'être suprême, a 3 attributs majeurs. On parle de ouais. l'omnipotence, l'omniscience et puis l'omniprésence. Donc, ce Voilà, qui mais veut dire que, là, c'est pas la science, là, c'est la théologie, là. La théologie ou la philosophie. oui, la théologie, c'est le titre scientifique de la Bible, bien entendu. Quand je dis la science, c'est le titre scientifique de la Bible. La théologie est une Allez-y, titre scientifique de la Bible. Donc, allez-y. j'ai parlé de l'omnipotence de Dieu qui veut dire que Dieu est tout-puissant. Donc, le potentiel comme étant les capacités que les créateurs, notre source, a. Donc, Mhm. du fait que nous découlons de lui, on ne peut pas, bien sûr, en manquer. Donc, je déduis du fait que nous venons d'un Dieu rempli de potentiel, bourreux de dons, bourreux de talents, etc. Nous aussi, tellement que nous venons de lui, on peut, en tout cas, qu'avoir ces potentiels-là. Donc, il est impossible que, par exemple, qu'une chèvre mette bas
une poule, par exemple. Donc, ça veut dire, si en fait, nous… Oui, pour dire, juste pour prendre cet attribut de Dieu qui est l'omnipotence, donc OK, cela veut dire que le potentiel de l'homme découle du fait de l'omnipotence de Dieu. Comme l'homme exact, découle de Dieu, ce qui fait que cet attribut également, l'homme l'a mérité de Dieu. exactement. Parce que même Voilà. les Saintes Écritures disent que nous avons été créés par l'image de Dieu. Ce qui veut dire on a les fonctionnalités de Dieu. Mais messieurs, alors, que dites-vous de ceux qui pensent que l'homme est issu du singe? Est-ce on parlerait dans ce contexte-là du potentiel venant de l'omnipotence de Dieu? Parce que dans la Bon, logique, je comprends que en tant que croyant, l'on croit que Dieu, l'homme est venu de Dieu, mais quand on parle à des scientifiques, maintenant on a appris à l'école que non, l'homme est issu du singe, la théorie de l'évolution, par exemple, avec Darwin. Que répondrez-vous à ces gens-là? Parce qu'eux aussi, ils croient que l'homme a un potentiel, mais peut-être que le potentiel que l'homme possède ne découlerait pas de Dieu, vu qu'ils disent que l'homme est un produit de l'évolution. Qu'est-ce que vous dites? bon, en fait, d'ailleurs, dans ces livres-là, c'est une question de conviction, puisque même la théorie de Darwin, c'est pas une théorie. On estime que c'est une théorie vraie, mais sauf que si on était ici d'un singe, normalement, une théorie est valide lorsqu'elle peut se répéter au travers de plusieurs essais. Si on était ici du singe, comme la théorie darwinienne le révèle bien, normalement, on devait voir des singes à tout moment donner naissance aux humains. Donc, moi, je ne suis pas dans cette théorie-là. Moi, je suis de ceux qui pensent qui croient que nous sommes ici d'un être supérieur, quel qu'il soit, que ce soit l'univers, Dieu, etc., doté des capacités de résoudre tout le problème, doté de tout pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit, si nous sommes ici d'un être supérieur, de l'univers, Ouais, etc., qui est omnipotent, donc du coup, on ne peut pas manquer de potentiel. Voilà d'où je tire mon argumentaire, en exactement. fait. Ouais. Parfait. Donc, maintenant, dans les seconds chapitres, Donc, en quand je fait, dis… non, dans le premier chapitre, en fait, c'est un argumentaire sur l'origine du potentiel de l'homme. En fait, exact, le exact, lecteur découvre à peu près une plongée dans la croyance du potentiel, elle est surhumaine, elle n'est pas humaine. Donc, en fait, l'homme, vous plongez le lecteur à comprendre que tout ne vient pas de l'homme. En fait, il y a une source de Dieu. exactement. Mais une question avant qu'on passe au deuxième chapitre. Est-ce, est-ce que tous les potentiels que l'homme possède ne viennent que de Dieu? Parce que quand on parle de la source extérieure à l'homme, nous savons aujourd'hui qu'il y a des hommes qui vont, quoique naturellement ou du point de vue de la création, ils ont reçu le potentiel de Dieu, mais d'autres, aujourd'hui, ils sont dans les sciences occultes. D'autres, ils touchent à des histoires pour essayer de révéler des capacités surhumaines. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, Max, sans trop vouloir, en tout cas, entrer dans les éléments trop spirituels, d'ailleurs, puisque c'est trop relatif et puis subjectif, je me dis déjà, chacun a ses convictions religieuses, en fait, en termes de croyances, etc. Chacun en a. Pour moi, je me dis, peu importe la personne qui vous est supérieure, peu importe l'énergie à laquelle vous faites recours si vous avez des problèmes, peu importe l'être supérieur auquel vous faites recours quand vous avez des problèmes. Ça, c'est pas un problème. Que ce soit Allah, que ce soit l'univers, que ce soit Dieu, etc. Mais, sauf que dans presque toutes les religions ou dans toutes les croyances, on s'est dit qu'il y a un être supérieur. Il y a un être supérieur à nous. Et puis le culture lui attribue plusieurs noms. Les saints anges gardiens, on parle de l'univers, on parle de Dieu, etc. Il y a beaucoup de noms en fait. Je ne suis pas en tout cas dans le débat de noms. Pour moi, c'est Dieu et je définis ça à ma façon. Et pour d'autres personnes, ça pourrait peut-être être Allah, univers, etc. Mais du coup, c'est simplement pour amener les lecteurs à comprendre que nous avons, nous tirons ces potentiels-là d'un être supérieur. Puisque quand on se dit, il y a l'univers, par exemple, pour les gens qui croient en l'univers. L'univers est rempli de tout. Il y a tout à l'univers. Il y a les potentiels, il y a tout dans l'univers. Donc, du coup, si on se dit qu'on vient de l'univers, pour les gens qui y croient, eh ben, l'univers est tout, est rempli de potentiels, est rempli de bonnes choses, est rempli de tout, en fait. Du coup,
Tout ce qu'on a en termes de capacité nous vient de l'univers. Pour les gens qui croient, pour moi qui crois par exemple au fait qu'il existe un Dieu, je crois qu'au travers de ces dieux-là, dont j'ai hérité ses potentiels, ses capacités. Les potentiels ne sont rien d'autre que les capacités, les puissances à résoudre nos problèmes, etc. En bref, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, alors, le deuxième chapitre, il parle de quoi? Le deuxième chapitre, ça s'intitule À la découverte du vrai vous. Là, en Ouais. tout cas, je parle Donc, en d'abord fait, de... là, nous avons une source de laquelle le potentiel vient. Et Voilà. une fois que le lecteur est persuadé de la source de ce potentiel, maintenant, il peut entrer dans une découverte ou même, je peux dire, une redécouverte de soi. Exactement. Vous voyez, je l'ai dit dans cet ouvrage, généralement, nous parlons avec des gens. Parfois, nous Oui, parlons même avec Dieu. Nous sommes généralement dans une sorte de quête spirituelle. Mais ce qui est curieux, malheureusement, c'est que beaucoup de gens parlent à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Donc, ils prennent le temps de parler avec leurs femmes, etc., leurs amis, mais à eux-mêmes, ils en parlent de moins en moins. Ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas très bien. ouais. Déjà, beaucoup de siècles bien avant nous, il y avait de philosophes qui parlaient de connais-toi toi-même. Ouais, là, c'est Socrate, je pense. Exactement. Socrate a parlé de connais-toi toi-même, déjà. Donc, après lui, il y a encore bien d'autres qui ont parlé de ça. Donc, du coup, c'est déjà une quête naturelle à l'homme. L'homme, par moment, il se pose des questions. Qui suis-je exactement? Mhm. Pourquoi est-ce que je suis là? Quelle est ma mission de vie? Quel est le but de la vie, etc. Ce sont des questions qui nous hantent à tout moment. Et les gens qui sont un peu profonds, qui font une quête profonde sur eux-mêmes, cherchent à tout prix à répondre à cette question-là. Maintenant, dans ces Mais livres, ouais, exactement, je voulais en venir. Quelle est la particularité? Parce que puisque les gens, les philosophes en ont parlé, tout le monde a parlé de ça, de se connaître soi-même, c'est-à-dire faire une introspection. Maintenant, la touche ou la dimension que votre livre vient ajouter à ce débat-là, quelle est la contribution justement par rapport à la découverte de soi? voilà, dans mon livre, ce philosophe-là a évoqué pas mal de théories, mais en tout cas, à mon sens, aucun d'entre eux nous ont vraiment donné des éléments pragmatiques pour nous permettre de se découvrir. Au travers Ouais, de mes analyses et dans ces livres, j'ai répondu à ces questions, à ces deux questions majeures, c'est-à-dire pourquoi suis-je là et qui suis-je exactement. Moi-même, il y avait beaucoup de temps où à chaque fois qu'un rêveur, je connaissais un rêveur où je rencontrais des problèmes, cette question-là, eh bien, ça m'est revenu à tout moment. Ça m'est hanté. Qui suis-je exactement? ouais. Il y a des éléments d'ailleurs qui ont permis à ce que j'écrive cette partie-là Ouais. du livre. Il y a des éléments. Allez-y, Le quels premier sont les élément, éléments? Oui. ouais, le premier événement, c'est l'événement de, de mon premier licenciement. En fait. Le premier, quand je commençais ma carrière professionnelle en 2014, eh ben, Mhm. j'avais raté d'abord mon contrat. Je n'avais pas eu un contrat à durée déterminée. J'étais l'un des Ouais. seules personnes qui n'avait pas eu de contrat à durée indéterminée. Donc, ce qui avait fait en sorte que je puisse, vous aviez déjà un boulot, un cap, etc. Après ce moment-là, sans boulot, eh ben, je devais rentrer à la maison. Donc, j'ai passé des moments très noirs où je fais de remises en question sérieuses sur ma propre personne. Donc, qui suis-je exactement? Et le deuxième événement, c'est l'événement de la dernière entreprise où j'étais embauché. C'était à peu près la même chose. En fait, je m'attendais à ce que j'ai un contrat à durée indéterminée. Ça n'a pas eu. Donc, du coup, les deux événements ont fait en sorte que je puisse tourner en boucle autour de ces deux questions existentielles Ouais. que j'appelle qui suis-je réellement et pourquoi suis-je là? Et au Exact. travers Donc, de... c'est en fait, sans vous interrompre, en fait, c'est une quête existentielle qui est utile parce que, du coup, on peut évoquer des notions ou des concepts tels que la destinée. On voit, j'ai suivi dernièrement Monsieur Jack Ma, qui est le patron de Alibaba. Alibaba, exactement. Ouais. Ouais.
il raconte que plus de 10 fois, il a été refusé de quelque part, mais sans savoir en fait que c'était la destinée, c'était le destin pour lui de ne pas finalement travailler pour ces gens afin d'être le grand Les Ali patrons Baba d'Alibaba, exactement. que nous connaissons Oui. aujourd'hui. Bon, est-ce que vous êtes arrivé à des conclusions de ce genre, que peut-être vous avez une mission, parce que quand on fait la quête, c'est justement pour aboutir à une conclusion, genre, j'ai une mission à accomplir où je me sens appelé à une fonction ou à une tâche qui surpasse un peu ce que j'ai embrassé comme carrière professionnelle. Exactement. C'est généralement l'histoire de presque tout le monde qui est dans cette quête-là de la découverte personnelle. Par moments, il y a des choses, des revers qui nous arrivent, ça nous demande en tout cas, ça nous oblige de nous questionner. Et moi aussi, c'est exactement le cas. Je m'étais questionné énormément et j'ai compris que ces deux questions-là, j'en ai trouvé la réponse. Comment j'avais trouvé cette réponse? Pendant que je me posais trop de questions, j'ai fait une sérieuse introspection sur moi-même. Et Dieu merci, je suis tombé sur un livre dont l'intitulé était exactement la réponse, la question à laquelle je me posais. L'intitulé du livre, c'était Who do you think you are, qui s'est traduit en français, que pensez-vous que vous êtes? Un livre d'un certain Kate Léon, qui a maintenant essayé d'expliquer en clair qui j'étais exactement. Dans son livre, il a fait mention de plusieurs personnes, de plusieurs notoriétés, et leur a posé cette même question-là. Que pensez-vous que vous êtes? C'est au travers de ces livres-là, je m'étais découvert personnellement. Et j'ai utilisé un certain nombre de méthodes de ces livres-là, dans ces livres, pour amener les gens à se découvrir personnellement. D'entrée des jeux, qu'est-ce que j'ai remarqué? La question liée à qui suis-je est une question liée au potentiel, aux capacités, aux dons et talents que j'avais. Donc, les gens qui cherchent à répondre à cette question-là, qui suis-je exactement? Cette question-là est répondue, peut-être répondue au travers de la découverte de ses dons et de ses talents, voire même de ses passions, puisque on est nos passions en fait. C'est dans quoi on est très fort, c'est dans quoi on peut travailler sans pourtant avoir le sentiment d'être en train de travailler en fait. Donc, j'ai découvert que j'étais bon depuis mon très jeune âge dans le Ouais. parler. Je communiquais aisément depuis mon très jeune âge. J'avais une passion exacerbée pour la littérature, pour la lecture. Donc, moi, mon temps libre, je l'ai consacré déjà dès mon jeune âge à la lecture. Donc, j'ai vu ces deux éléments-là. Il y a la lecture, il y a la facilité et l'aisance de communiquer. Je me suis dit, alors, j'ai découvert ma force. Donc, je suis peut-être pas très bon dans des chiffres et à autre chose, mais je suis très bon dans la communication et je suis très bon dans l'art d'écrire. En fait, je peux bien écrire, je peux bien cristalliser mes idées Ouais, au travers des écrits. Donc, voilà, je me suis ouais, dit, donc, je me suis découvert, je peux bien faire l'écrivain, je peux bien faire un conférencier, je peux bien faire un enseignant. Donc, je peux bien faire tout ce qui a trait au public, quoi. Même ouais, oui, exactement. le commercial, même le conférence, etc. Donc, voilà. Et le deuxième élément, c'est l'élément de la mission. Puisque quand on s'est dit pourquoi suis-je là, Ouais. ça c'est la mission de vie. Mhm. Je suis chrétien, je suis né dans ces contextes-là, mais généralement à l'église, on nous parle de ça. Tu vois, il faut découvrir sa mission de vie, Dieu vous veut, etc. Ouais. On a entendu ça presque dans tous nos sermons. Mais Oui. curieusement et de façon choquante, c'est que le pasteur, à mon humble avis, ne nous disent pas clairement comment y arriver. Comment L'air y arriver? procédure, C'est de la c'est généralement révélation. Dieu va te parler. exactement. L'air procédure, c'est généralement il faut beaucoup prier, il faut donner la dîme, etc. Il faut c'était consacré, etc. Donc, toutes ces rites-là religieuses pour se découvrir, en fait. Moi, je me suis dit, Mhm. moi, je vais essayer d'utiliser toutes ces méthodes-là, ça n'a pas marché. Et je dis, bon, ça pourrait marcher, surtout pour les pasteurs, ça pourrait peut-être marcher pour des gens qui ont un appel ou une vocation, Non, non, entre non, mais guillemets, spirituelle. sans vous interrompre, mais est-ce qu'il y a une méthode fixe ou universelle pour tout le monde? Moi, je pense que chaque personne, en fait,
c'est vrai que comme vous dites, il y a l'introspection du deuxième chapitre de votre livre, hein, n'est-ce pas? Comme il permet aux gens d'aller en profondeur, découvrir les points forts et les points faibles, ce qui est déjà important. Mais je pense que aussi, très souvent, soit nous n'avons pas l'éducation adéquate pour découvrir cela, notre mission de vie, et à l'Église également, on ne nous permet pas pratiquement de le découvrir. Alors je me dis, est-ce que cela n'est pas aussi individualisable? Genre, la manière dont je peux le découvrir, c'est peut-être pas au travers du livre, peut-être au travers d'une chanson, ça peut être au travers des faits, des circonstances. Est-ce que votre livre touche aussi à cet aspect un peu plus ouvert, ou bien vous avez carrément cadré par rapport à vos expériences? Non, mais le fait est le suivant. D'abord, en résumé, moi, j'ai proposé un certain nombre de méthodes à utiliser pour se découvrir. En tout cas, je n'ai pas utilisé je ne préconise pas la méthode que les pasteurs nous vendent très souvent. Il faut prier, etc. Non. Parce que c'est pas tout le monde qui est obligé de prier. On n'est pas obligé de prier, en fait. Moi, je me dis, si on peut utiliser d'autres méthodes, quelle est la méthode que j'ai préconisée, par exemple? Je me suis dit, d'abord, la mission en question, c'est quoi? Puisque généralement, on sacralise trop ces concepts-là de mission de vie ou de but de vie. Moi, je me suis dit, désacralisons un tout petit peu les concepts mission de vie. La Oui, mission de vie, c'est quoi, en fait? Dans nos sociétés, on a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes ça et là. Tantôt, il y a le problème de la faim. Tantôt, il y a le problème de couple. Tantôt, il y a des problèmes financiers. Il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on a même des problèmes environnementaux. Donc, du coup, la mission de vie peut ouais, être quoi exactement? on a les problèmes de Covid-19 aussi, c'est un Par problème. exemple, par exemple. Donc, la mission, c'est quoi? C'est le fait de se donner pour but de faire quoi? De résoudre un problème patent dans la société dans laquelle vous vivez. Par exemple, moi, j'ai remarqué que dans mon pays, les gens sont très stressés, vivent le fait qu'il n'y a pas d'argent, etc. Je me suis dit, ma mission de vie peut être simple. Je la résume dans le fait de faire quoi? De redonner de la joie aux gens au travers de motivation, au travers de vidéos de motivation, au travers de livres de motivation, aider les gens à atteindre un niveau supérieur au travers de livres qui les challengent et qui les poussent à prendre des actions positives. Donc voilà, dans ce sens-là. Donc j'ai désacralisé un peu le concept mission. Je donne un exemple. On connaît tous Martin Luther King. Quelle était sa mission de vie? Martin Luther King a fait une analyse de la société américaine. Il a compris que les Noirs américains à l'époque étaient maltraités, leurs droits étaient bafoués. Il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois militer pour que le droit des Noirs leur soit reconnu. Il en a fait le cheval des batailles de sa vie. Et pour lui, c'est sa mission de vie, voir Mais, l'égalité exister. mais il fut pasteur. C'est en tant que pasteur, en fait, il a utilisé d'abord une vocation pastorale qui l'a couplé avec la revendication sur les droits sociaux, ainsi de suite, pour Je, devenir en je, fait sa mission de vie. Pour dire que, par exemple, dans le cas de Martin Luther King, déjà au départ, il y avait une vocation, parce qu'il communiquait. Donc le champ de communication, c'était l'Église. Il parlait dans ses sermons de la liberté. Mais bien évidemment, compte tenu des réalités du temps, je pense que c'est cette dimension qui s'est ajoutée à cette vocation de base. Je pense aussi que la vocation peut aussi se révéler au travers des temps pour devenir une mission de vie. je vais vous choquer un tout petit peu, cher Max. Savez-vous que Martin Luther King est plus connu comme étant un opérateur de droits de l'homme plutôt qu'un pasteur? Ouais, je sais. Un activiste de droits de l'homme, un activiste de droits humains plutôt qu'un pasteur. Donc, du coup, les pastorats n'étaient pas en tout cas un élément qui a fait en sorte qu'il En soit fait, ce très n'était bien pas connu. ça qui a fait l'impact, exactement. Exactement. L'impact, c'était sa mission de vie qui était liée au fait de Ouais, réclamer les droits, ça, le c'est très droit, important. voilà, le droit de Noirs, au fait. Voilà. On a par Exact. exemple l'Africain Nelson Mandela.
Lui, il s'est donné la mission de vie de combattre la domination noire et blanche. Il était sous apartheid. Il a vu comment est-ce que le noir était maltraité. Il s'est donné pour mission de vie de faire quoi? De résoudre ce problème-là, de faire en sorte que la dignité humaine soit restaurée, surtout celle des noirs. Voyez-vous? Donc, pour ces gens-là, ils ont désacralisé ces concepts-là de mission qui, l'on nous prêche souvent à l'église que ça devait être quelque chose de divin. Voilà. Donc, moi, je pense que ça n'a pas en tout cas son lieu d'être. J'ai une question pour qu'on passe au troisième chapitre et finaliser avec les autres. Est-ce que finalement, ce n'est pas la mission qui nous choisit? Est-ce que vous êtes sûr que c'est nous qui choisissons notre mission ou c'est notre mission qui nous choisit? Parce que moi, j'ai tendance à croire que ce soit la mission ou la vision, ce sont plutôt ces éléments-là qui nous choisissent. Comme si on ne choisissait vraiment pas la... Parce qu'on n'a pas choisi déjà le contexte dans lequel nous sommes nés, nous n'avons pas choisi nos familles, mais nous nous sommes retrouvés quelque part pour un but. C'est pour ça que je me dis peut-être que c'est le but ultime qui nous choisit en nous mettant dans un contexte. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis partisan de choix. Je suis partisan du fait que Dieu nous a créés et nous a dotés du libre arbitre. Cette capacité de choisir qui nous différencie d'ailleurs des animaux. On a ces choix, on a cette capacité de faire des choix devant les options. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui croient à une certaine prédestination, etc. Non, moi, je suis de ceux qui pensent que la vie est faite de choix. On choisit qui on aimerait être. Par rapport aux problèmes qui se posent dans notre société, on peut se dire, on doit faire ça pour résoudre. J'ai un adage que je me dis à tout moment, c'est que la vie est faite pour la contribution, pas simplement pour les titres. C'est la contribution qu'on apporte à l'autre. Alors, notre mission de vie, en résumé, ça n'est que quoi? Notre contribution à l'épanouissement de l'autre dans toutes les sphères de la vie. Si on peut contribuer à quelque chose, eh bien, ça, c'est notre mission de vie. Donc, ça ne doit pas avoir une portée spirituelle. Voilà. D'accord. On ne va pas s'éterniser sur le deuxième chapitre. Allez sur le contenu du troisième chapitre. S'il y a mieux de mixer le troisième et le quatrième à la fois pour ne pas prendre beaucoup de temps. Voilà, le troisième chapitre, Dieu parle de c'est beaucoup mieux d'être soi-même. Déjà, quand on était enfant, on nous disait toujours on se disait toujours que j'aimerais être comme tel, j'aimerais être comme tel, j'aimerais être comme papa, etc. Donc, apparemment, nos parents voulaient nous cloner à leur image. Donc, on devait être des gens clonés à l'image de nos parents. Alors que on peut jamais être la seconde version et être vrai. Jamais. On ne peut pas être comme quelqu'un et être vrai et être véritable. C'est impossible. Donc, dans ce chapitre, maintenant, j'aimerais aider les gens qui pensent être comme tel ou tel, leur dire que ce n'est pas important. Vous passez votre temps à vouloir être comme tel, être comme Max, être comme Chad. Non. Chacun de nous a son identité. Chacun de nous a son individualité. Chacun de nous est spécifique et unique. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il est toujours important de clamer tout haut son individualité, sa spécificité, le fait qu'on est singulier. Et Dieu même reconnaît le fait qu'il nous a créés de façon singulière. On n'est pas comme Max, etc. Par exemple, déjà, notre ADN, le couple. Finalement, M. Chad, c'est parce que l'éducation que nous avons reçue y est aussi pour quelque chose. Exactement. Parce que notre éducation, notre système éducatif est conçu de sorte que les enfants, en fait, puissent perpétuer les professions des pères ainsi que de ceux qui vont venir. Donc, genre, quand moi je fais déjà à l'école primaire, je n'ai pas le choix parce qu'on m'oriente. On m'oriente parfois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous a orienté dans les finances, alors que vous avez un autre potentiel. Donc, carrément, votre livre est un coup de poing dans notre système éducatif. Exactement. Donc, j'ai toujours été partisan de la refonte de notre système éducatif. Ça clonait beaucoup de gens et la réalité, c'est que notre société n'est pas encore développée. Les sociétés ne se développent que lorsqu'il y a des gens développés. Donc, du coup, déjà, on a échoué avec notre système éducatif qui est calqué avec le contexte européen et occidental et ça ne marche déjà pas. Donc, dans ce troisième chapitre, je voulais aider les gens à comprendre que c'est beaucoup mieux que d'être soi-même.
Ouais. Clamez votre identité. Il ne faudrait pas être comme tel ou tel. Un jour, j'étais en ligne, je publie un truc. Quelqu'un a dit, il faut forcer. Tu deviendras comme John Hill. J'ai dit jamais, je ne deviendrai jamais comme John Hill. Je suis Chad Manda. Donc, je suis moi et j'aimerais être moi, je resterai moi. Donc, j'aimerais maintenant amener les gens à comprendre que, au travers de leur potentiel, Ouais. après avoir découvert une mission ou après s'être donné une mission de vie, ils doivent maintenant clamer leur uniquité, comprendre qu'ils sont Ouais. uniques, comprendre qu'ils sont leur unicité allergique, allais-je dire, ils sont uniques, ils sont forts, ils sont intéressants comme ils sont là. Donc, ils n'ont pas à se comparer à d'autres personnes. Donc, voilà, ça, c'est l'élément pour le Mais la troisième chapitre. Déjà, tentation, la tentation est tout de même grande parce que de toute façon, dans notre vie, on a toujours en fait des modèles ou des mentors. Ça ne veut pas dire que quand on doit être soi-même, c'est on ne peut plus avoir des modèles. Donc, je pense qu'on devrait faire la part des choses entre des personnes que nous considérons comme nos modèles, des gens qui peuvent nous façonner, qui peuvent nous challenger, mais nous ne sommes pas appelés à les imiter, à être comme eux, en fait. Nous pouvons les prendre comme modèle. On prend par exemple le très, pasteur très, Martin Luther King. Voilà. très Donc, il peut exactement. être Voilà. un mentor ou un modèle, mais ça ne veut pas dire que nous sommes obligés d'être comme lui. J'en connais Exactement. un deuxième Martin Luther ou un troisième. Donc, on Oui, devrait être soi-même tout en conservant peut-être cette influence ou bien ce respect des modèles qui sont déjà là. On les respecte, mais on ne sera jamais comme eux parce que nous sommes comme nous sommes. Je crois que exactement, exactement. C'est très bien. C'est exactement. Donc, on doit avoir des modèles. C'est pas mauvais d'avoir des modèles, puisque dans une société où il n'y a pas de modèles, la société ne marche pas très bien. Voilà, le modèle, c'est bien, le mentorat, c'est très bien. Mais sauf que ce qui est beaucoup mieux, c'est d'être simplement soi-même. C'est-à-dire, au travers de ses ouais. dons, au travers de ses talents, d'être soi-même. Je n'aimerais pas être comme Max, sinon je serais la fausse version de Max. Et le problème, c'est que quand je suis la fausse version de Max, je serai toujours critiqué. Je serai toujours critiqué, je ne serai pas toujours épanoui parce que je ne suis pas moi, je suis Max, en fait. Donc voilà, je ne suis Exact. pas moi, je suis Chad. Non, non. Donc, Mhm. appeler les gens à être plus eux-mêmes, à s'accepter. Puisque quand on s'accepte, on accepte aussi bien entendu ses travers, ses défauts et ses qualités. Mhm. Parce qu'on ne va pas simplement accepter ses qualités, mais aussi ses défauts. Moi, j'ai mes défauts à moi et Exactement. je m'accepte tel que je suis, bourré de défauts, mais aussi bourré de qualités. Voilà, appeler les gens maintenant à comprendre Ouais. qu'ils doivent être eux-mêmes, avec leurs défauts, avec leurs travers et aussi avec Ça leurs c'est bon. qualités. Ça, Exactement. c'est Alors, bon. le quatrième Maintenant, chapitre. maintenant, le quatrième, oui. Le quatrième chapitre, ça s'intitule On utilise de mesures erronées pour vous évaluer. Ce quatrième chapitre, c'est d'ailleurs le cheval de bataille de cet ouvrage. Beaucoup de Mhm. gens dans la société, surtout les gens qui n'ont pas étudié, ils se déconsidèrent. Pourquoi aujourd'hui, qui est important dans nos sociétés et partout ailleurs, c'est celui qui a deux diplômes. Voilà. On s'est dit quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas, on n'a pas été, on n'a pas un bac ou on n'a pas été à la fac. Donc du coup, on est voué à l'échec. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai compris que plus de 60% de personnes qui sont de grands entrepreneurs aujourd'hui, qui sont les plus riches, en tout cas, Ils n'ont moins pas eu de, de gros diplômes. voilà, moins de 5% d'entre eux ont même des diplômes. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas une excuse pour dire que tellement que je n'ai pas de diplôme, je suis moins important pour autant. Jamais. Et généralement, d'ailleurs, les outils que les écoles utilisent et les universités utilisent sont des outils que j'appelle inadéquats pour évaluer nos potentiels ou évaluer nos capacités. Par exemple, à Ouais. l'école, on utilise deux méthodes, des modèles pour nous évaluer. Il y a les capacités à bien maîtriser les mathématiques et deuxièmement, les capacités à bien comprendre tout ce qui est littérature. Mais alors que il y a bien d'autres éléments qui peuvent faire en sorte que nous soyons Mhm. importants. Par exemple, il y a d'autres gens qui sont, Exactement. s'ils ne sont pas bons en mathématiques, ils sont par exemple bons en sport. Donc, des gens qui sont dotés de l'intelligence kinesthésique. Par exemple, je ne ferai pas comme Mike Tyson, par exemple. Mais moi, je peux bien réfléchir, je peux bien écrire. Mais Mike Tyson peut donner des coups. Voilà. Ouais, Je ne suis pas comme. pour vous compléter, aujourd'hui, il y a un concept qu'on appelle le skills skating. Le Ouais, skills ouais, skating, exactement. en fait, c'est que je ne suis peut-être pas fort en mathématiques, je suis moyen en maths, je suis moyen en français, mais je sais communiquer. Ou Voilà. bien, je suis moyen en communication
mais je sais, j'ai un leadership. Je sais convaincre, je Exactement, sais, voilà. exactement. Donc, alors, Exactement. quand on combine tous ces aspects-là, on se rend compte qu'en fait, j'ai du potentiel plus que les autres. Parce que si quelqu'un ne sait que faire les mathématiques, Exactement. il ne connaît pas autre chose, il est savant en mathématiques, mais si on met sur l'échelle du potentiel, il n'a pas les autres éléments. Donc, je crois que la société s'est Voilà. limitée Exactement. à juger les gens sur un angle sans tenir compte. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs de l'intelligence émotionnelle. Exactement. L'intelligence émotionnelle, Exactement. qu'on ne voyait pas à l'époque chez les enfants. Maintenant, aujourd'hui, Exactement. on se rend compte que un enfant peut ne pas être fort en maths, donc il peut avoir 0 ou bien 4 sur 10 en mathématiques. Il peut échouer en français, mais il a l'imagination féconde. On fait rire quand on parle de Albert, Exactement. Albert Albert Einstein. Einstein, qui Oui, on était, disait qu'on a dit à sa oui, mère, en le voyant baver, on dit que votre enfant ne fera rien dans la vie. Il est bourrique. exactement. Plus tard, en fait, Il en était de même, par exemple, de Isaac Newton, dont nous connaissons ouais. tous le mérite. Mais à l'école, il était le dernier, il était presque rien. Il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup. Donc, moi, je l'ai rapporté. C'est déjà, c'est pas quelque chose du neuf, mais c'est déjà là. Mais je mis ça encore en avant-plan pour tirer un peu la sonnette d'alarme, pour montrer aux gens que, eh ben, le mesure utilisé par l'école pour évaluer votre importance sont inadéquates. Voilà, vous valez plus que ça. Donc, si vous n'êtes pas fort en mathématiques ou en quoi que ce soit, vous pouvez être fort en organisation. Vous êtes doté d'un sens organisationnel très élevé. Vous êtes doté d'un sens de leadership très élevé. Vous êtes doté, par exemple, d'un sens de business très élevé, puisqu'aujourd'hui, il y a même l'intelligence entrepreneuriale. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dotés de cette capacité-là de faire quoi? De faire le commerce et de le réussir. J'ai donné un exemple dans mon livre. Dans ce livre, vous avez du potentiel. J'ai l'exemple de nos mamans, surtout les mamans du Bas-Congo. Ces mamans-là, vous remarquez qu'elles ne sont peut-être pas trop intelligentes comme nous, mais ce sont des gens qui réussissaient énormément dans le commerce. Elle peut commencer par rien, par la vente de macala, etc. Mais elles scolarisent les enfants, elles achètent des parcelles, elles réussissent, en bref. Donc, ce sont des mamans qui sont dotées de l'intelligence entrepreneuriale, que peut-être Chad n'a pas. Voyez-vous? Donc, dans ces livres-là, dans cette partie-là, le 4e chapitre, je dis aux gens que comprenez que le mesure utilisé par l'école pour vous évaluer sont erronés. Vous valez plus que ce que l'école vous a dit. Voilà. Maintenant, mais peut-être aussi que tout le monde, en fait, les méthodes, par exemple, l'intelligence entrepreneuriale, c'est pas quelque chose qui est facilement qu'on peut discerner comme ça. Je pense que aujourd'hui notre système éducatif et dans la société, dans les entreprises, il faut avouer et accepter que nous n'avons pas tous les outils à notre disposition pour malheureusement ou heureusement se mettre d'accord que cette personne, en dehors du fait qu'elle ne sait pas faire telle chose, il y a quelque chose que la personne connaît. Donc, je pense que les entreprises n'ont peut-être pas encore tous les outils pour pouvoir discerner ou ressortir le plein potentiel. Et je voilà pense la que raison. si dans votre livre, On en a parlé. oui, donc si dans votre livre, vous avez des outils pratiques, techniques à la disposition, parce que moi, je vois la portée de votre livre au-delà du simple fait que de le lire. Ça veut dire que c'est un livre qui peut intéresser les entreprises. Les ressources humaines sont Exactement. là. Les Tout à entreprises, fait. parce que dans les entreprises, on peut avoir une équipe, on a un département où vous avez 10 personnes, mais tous n'ont pas le même potentiel. Vous n'allez pas tous les juger de la même façon. Voilà. Comment les entreprises vont juger ça? Je pense que si vous avez des ressources dans le livre, ce serait bien, ce serait une opportunité de travailler avec des entreprises afin de déceler un tout petit peu le potentiel. Exactement. Au-delà Dans les livres, j'ai essayé un peu de donner des méthodologies, des éléments de réponse à cette question-là pour aider les gens à détecter leurs forces, au fait. Donc, déjà, dans le 4e chapitre, l'idée première, c'est d'aider les gens à débusquer de leur cerveau le fait qu'ils sont moins intelligents parce qu'en mathématiques, ils sont nuls,
et en français, ils sont nuls. Donc, on peut être bien intelligent et au-delà même des faits qu'ils sont bons en mathématiques ou en français, dans beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, le cinquième Mais chapitre. aujourd'hui, non, écoutez, aujourd'hui, on dit que celui qui ne sait pas parler, si vous ne savez pas parler anglais, vous êtes analphabète. Là, c'est indiscutable. Non, c'est... Est-ce que vous pensez qu'une langue, ne pas savoir parler une langue, a de l'impact sur le potentiel d'une personne ou pas? Bon, Vous je n'êtes pas dis... obligé de répondre, vous n'êtes pas obligé de répondre dans l'interview. Ouais. Non, mais sauf que moi, je ne suis pas dans des concepts très populaires, là, des catalogues. Quand tu ne fais pas tel, tu es tel, tel. Non, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est n'importe quoi. Dire à quelqu'un que s'il n'est pas fort en anglais, il est très haut, il ne vaut rien, ça, c'est n'importe quoi. Avant, quelqu'un peut être très important sans Ça, c'est l'anglais, bien. ni encore moins le français. Même avec les lingala, on peut être important. Parce que l'important, c'est dans la contribution, ce n'est pas dans la langue. Donc, tu peux être important dans ta langue maternelle si seulement tu contribues à quelque chose pour ta société. Et voilà, c'est tout. On ne peut pas nous évaluer par rapport à l'anglais. On ne peut pas nous évaluer par rapport à l'anglais. C'est n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Oui, alors, les deux derniers chapitres. Ouais, les deux derniers chapitres, le chapitre 5, je dis maintenant vers la poursuite du vrai vous. Après avoir découvert vos potentiels, etc., après avoir compris que vous valez vraiment quelque chose, vous êtes une mine d'or, maintenant, il faudrait aller vers la poursuite de votre vrai vous. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Admettons que je me suis découvert que je suis fort en l'art de parler, en l'art de communiquer. Sans vous interrompre, il vous reste 3 minutes. Hein, donc, vous OK. devez conclure dans 3 minutes. OK. Donc, admettons que vous avez découvert que vous êtes fort dans tout ça, vous vous dites que je me suis choisi le métier d'être, par exemple, un orateur ou un conférencier. Ouais. Ce ne sera pas facile pour y arriver. Vous allez connaître des problèmes, vous allez connaître des obstacles. Maintenant, moi, je vais proposer comment résoudre ces obstacles-là. Entre autres, les obstacles que les gens connaissent. Il y a par exemple la peur d'échouer, la peur du fait de ne pas avoir un bureau, la peur, par exemple, des effets manqués. Je parlais même du fait que beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. Donc, dans ces éléments-là de peur, de forme de peur, on s'est dit, par exemple, que si jamais ce que je voulais faire, ça ne réussissait pas. Quand on se pose toutes ces questions-là, on ne va pas embrasser sa vraie version. Quand bien même qu'on l'aurait découverte, on va pas l'embrasser, en fait. Moi, maintenant, j'ai proposé des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes-là. Par exemple, le problème lié à l'échec, la peur d'échouer. Ouais. Il faudrait savoir que les gens échouent plus qu'ils réussissent. Même les gens pour qui nous avons du respect énorme. Simplement, les gens ne parlent pas trop de leurs échecs. Quand ils réussissent, ils bondissent leur réussite. Mais quand ils échouent, ils restent calmes. Ce qui fait en sorte que dans nos télés, etc., dans les médias, nous balancent que des succès des gens. Mais alors qu'ils ont échoué 10 000 fois pour réussir une seule fois. Et puis quand ils réussissent déjà, on nous bondit ça. Non, vous voyez, Max est meilleur, Chad est meilleur, alors que j'ai échoué dans pas mal de choses bien avant. Voyez-vous, je vais montrer aux gens que échouer fait partie du processus normal de la réussite. Donc, personne ne peut se dire que je vais réussir sans connaître des échecs. Donc, c'est un processus normal. Donc, il faudrait vous attendre à échouer avant de réussir. Voilà. Donc, j'ai proposé… Alors, Monsieur Chad, tout à fait d'accord. Je pense que les lecteurs vont aller en détail sur ces éléments. J'aimerais seulement que vous puissiez donner une conclusion sur la portée pratique de votre livre. Et ce que vous souhaitez réellement. Et là, c'est dans 1 minute parce qu'on doit couper l'émission. Voilà, la portée pratique de cet ouvrage est ceci. Le livre vous permet de vous découvrir, il vous donne des outils à votre disposition pour vous permettre de découvrir, d'être utile à la société. On vous a doté par l'univers ou par biais de dons et talents que vous avez, c'est pour le bénéfice de la société. Vous devez servir la société, vos dons et talents, alors que la qualité de vos services dépend énormément du succès de votre entreprise. Donc, si vous voulez nous servir vos dons et talents, ça doit être d'une très bonne qualité. Sur ce, il faudrait travailler. En lisant les livres, vous comprendrez que quand vous avez découvert vos potentiels, vos talents, il ne faut pas dormir avec. Il faudrait maintenant les excellentiser, les rendre meilleurs pour maintenant être au top et servir la société, votre sauce, bien sûr, d'une façon efficace et puis en termes de qualité, que ce soit d'une qualité au top. Donc, le livre est là pour vous. Voilà. Et voilà.
Merci, Monsieur Chad. C'est un plaisir d'avoir parlé avec vous. C'est moi qui vous Interview remercie. très alléchante. Donc, nous espérons, et ça c'est mon souhait, en fait, que ce livre ait un plein succès. Voilà, vous avez du Merci. potentiel, vous aussi. Moi, j'ai déjà Merci. Merci mon beaucoup. exemplaire. Donc, Voilà. voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. OK.